Bonjour à tous et bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire cette semaine, le Club Med souffre de la pandémie avec près de 50 d'annulations. La rentrée scolaire dans Charlevoix s'effectue à compter du 17 janvier. Le Club d'astronomie de Charlevoix a beaucoup de projets en 2022. L'organisme Aide au lait Charlevoix a une nouvelle directrice générale. Le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul présente ses nouvelles expositions et les 12 finalistes du Cabaret festif édition 2022 sont maintenant connus. Enfin, on termine l'émission en parlant de sport local et du sport des grandes ligues, en compagnie de Maxime Jaudoin. Bonne émission. C'est pas facile et c'est pas évident pour le Club Med de Charlevoix de poursuivre ses opérations en cette période de pandémie. Et on en parle avec Vincent Giraud, le vice-président Canada du Club Med. Vincent Giraud, bonjour. Bonjour. Monsieur Giraud, vous êtes vice-président du Club Med Canada et notre question est à savoir comment la COVID a modifié votre offre de service à votre clientèle. Quels ajustements vous avez dû faire au Club Med pour faire face à la situation? On a dit ça. On suit évidemment toutes les demandes du gouvernement à la lettre. Donc, c'est l'accès avec passeport vaccinal pour avoir accès à l'hôtel? Oui, c'est obligatoire. Le passeport vaccinal est obligatoire pour accéder à l'hôtel. Donc ça peut être différent parce que vous pouvez aller à l'hôtel sans le passeport vaccinal, puisque le passeport vaccinal est obligatoire pour aller au restaurant. Donc on peut aller à l'hôtel sans aller au restaurant et accéder sans le passeport vaccinal dans un hôtel, ce qui n'est pas le cas au Club Med. Okay. Au Club Med, on l'a rendu obligatoire parce qu'on est une offre tout compris, incluant la restauration. Maintenant, justement, quand on fait une offre à sa clientèle tout compris et qu'on se retrouve en situation où plusieurs des choses que vous pouvez offrir à l'hôtel sont maintenant interdites, comment réagit la clientèle présentement aux limitations que vous devez imposer? Et surtout, quelles sont les limitations, quels sont les services que vous ne pouvez plus offrir à vos clients? La clientèle a été extrêmement compréhensive. Je pense comme tout le monde, notamment la clientèle canadienne et québécoise, parce qu'elle connaît comment fonctionne le Québec depuis le début de la pandémie. Donc il y a une habitude, une connaissance. Pour la clientèle américaine, brésilienne, c'était un petit peu différent parce qu'ils ne gèrent pas la pandémie de la même façon, pas de façon aussi rigoureuse qu'on peut le faire au Québec. D'accord. Donc eux ont été peut-être un peu plus surpris. Après, ce qui a été le point de difficulté, c'est que les annonces sont arrivées très très vite. Mais comme la pandémie, ça fait 2 ans qu'elle existe, au Club Med, on a pris l'habitude de s'organiser et d'être agile. Et donc, comment s'adapter? Oui, comment faire, oui? Oui, on a la chance d'avoir un magnifique hôtel sur un lieu qui est unique au Québec et fabuleux, avec d'un côté le massif et de l'autre côté une vue sur le Saint-Laurent où on a l'impression de voir la mer. Donc finalement, ce qu'on a fait avec les dernières restrictions qui sont la fermeture des bars, des restaurants et de toutes les activités intérieures, on a décidé de transformer le Club Med et son offre tout compris en une offre hôtelière avec une offre de restauration à emporter. Et puis on offre bien sûr toujours le ski, donc le pass ski pour accéder au massif, qui est une activité fantastique, plus les offres de raquettes et toutes les activités extérieures comme le patin à glace, etc. Est-ce que cette offre modifiée a entraîné des annulations? Oui, bien sûr. Il y a des gens qui ont dit que c'est plus l'offre que je voulais. D'accord. Donc on les a compris, on accepte. Est-ce que c'est répandu? Est-ce que c'est un pourcentage important des réservations que vous aviez? C'est un pourcentage assez important parce que c'est à peu près la moitié des gens qui ont décidé de reporter leurs vacances, principalement. 50 de votre clientèle Un petit peu moins. a repoussé ses vacances. Un petit peu moins, oui, mais c'est à peu près ça. C'est important. C'est important, mais le point qui est hyper intéressant pour nous, c'est qu'il y en a quand même 50% qui nous font confiance sur une offre adaptée et qui ont décidé de partir, de passer leurs vacances, parce que globalement, si vous en avez un petit peu marre de la pandémie, d'être chez vous, les restaurants sont fermés, vous voulez prendre un peu d'air avec votre famille ou avec votre conjoint, votre conjointe, finalement, vous êtes mieux peut-être au Club Med à pouvoir passer un petit peu de vacances que chez vous enfermé.
Là, si je comprends bien, donc il n'y a plus d'accès à la piscine, on ne mange plus dans les salles à manger, les buffets ne sont pas offerts non plus aux clients. Non, non. Il n'y a pas d'activité en soirée, il n'y a pas de spectacle, tout ça. Et les autres activités, tout ça, ce ne sont que les activités extérieures qui sont offertes présentement. Les activités intérieures ont été annulées. Donc, ça concerne la piscine, ça concerne le hammam, ça concerne le jacuzzi. Les activités de bar et de restauration ont également été fermées. Donc, le bar est fermé, le restaurant est fermé. Toutes les animations et les spectacles qu'on pouvait faire sont annulés. La seule chose qu'on conserve à l'intérieur, c'est les cabines de spa, parce qu'elles sont individuelles. Et donc, on a un protocole spécifique, adapté, pour les personnes qui veulent quand même faire des massages ou des spas, puisque c'est des cabines individuelles. Et ça, on peut le proposer à nos clients. Qu'est-ce que cette situation a comme impact au niveau de la gestion de vos ressources humaines? En fait, on a beaucoup de chance au Club Med, c'est que nos GE sont généralement extrêmement polyvalents parce qu'on offre un métier, mais c'est un métier où on a un peu touche à tout. Et donc, du coup, on a réadapté un petit peu nos modes de travail. Et puis, on profite aussi du personnel qu'on a pour dédier sur les nouveaux protocoles qu'on peut avoir. Parce que, par exemple, gérer la restauration à emporter, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant. D'accord. Donc, bénéficier d'avoir plus de personnes qui puissent le faire ou aider, eh ben, ça aide. Et puis après, il y a toujours les… Oui. Est-ce qu'on peut comprendre donc que cette diminution importante de la clientèle n'a pas entraîné de mise à pied? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Donc, vous faites travailler tout votre monde présentement? Oui, on fait travailler tout notre monde présentement. Et puis, on attend une reprise bientôt, on l'espère. Et donc, du coup, on préfère garder notre personnel. On connaît les difficultés qu'on a à recruter. Et donc, on garde notre personnel. Maintenant, M. Giraud, tout au long de l'année, vous avez développé le Club Med un peu partout à travers le monde, mais spécifiquement ici. Vous avez une certaine capacité d'adaptation là, au fur et à mesure que les nouvelles et que les restrictions évoluent. Ça prendrait combien de temps au Club Med si demain matin, on levait toutes les restrictions à repartir à 100 comme ce qui était prévu au début, à l'ouverture? Dès demain, vous pourriez retomber sur vos pattes? Oui, retomber sur nos pattes, dès demain, on est capable d'accueillir tous nos clients comme on le faisait au premier jour, sans aucune restriction, puisque nous avons tout notre staff. L'ouverture, comme on le fait au premier jour, c'est notre offre tout compris, qu'on maîtrise parfaitement, qu'on connaît. Donc, on est capable du jour au lendemain de le mettre en place. Et dans le sens inverse, quand le gouvernement du Québec a décidé de fermer les restaurants, du jour au lendemain, le 30 décembre 2021, on a été capable du jour au lendemain de proposer une offre à emporter. Bien, M. Giraud, j'aimerais vous remercier d'avoir pris le temps de faire le point avec nous. Et j'ai envie de vous dire, accrochez-vous. Accrochez-vous, la situation va évoluer encore et vous serez sans doute dans l'obligation, encore une fois, de vous réinventer ou en tout cas de remanier votre offre de service pour répondre à votre clientèle. Je vous remercie beaucoup. C'est moi. Très bonne journée. Au plaisir. C'est le retour en classe pour les étudiants du primaire et du secondaire. Un retour qui suscite beaucoup de questions et je fais le point là-dessus avec Élisabeth Pailleur. Élisabeth, bonjour. Bonjour, Martin. Élisabeth, comment va se dérouler? C'est quoi l'encadrement pour la rentrée dans Charlevoix pour les étudiants? Oui, mais bien, il y a des choses qui ne bougent pas, là, dont le port du masque et la distanciation et le lavage de mains. Oui. Ce qui a été annoncé cette semaine par le ministre Roberge, c'est que les 12 ans et moins, en cas de symptômes, vont devoir s'isoler. Donc, avant, on fermait la classe. Maintenant, on ne fermera plus la classe. On va sortir l'élève qui devra passer un test rapide et sera en isolement 5 jours. Ensuite, si le résultat est négatif et qu'il n'y a plus de fièvre pendant 24 heures, il pourra retourner dans sa classe. Sinon, s'il est positif, il devra encore être en isolement pendant 5 jours pour ensuite retourner dans la classe. Alors, ces normes et ces directives évoluent. Oui. Ça en devient presque mêlant. Absolument. Comment réagissent les enseignants là-dessus? Je vous dirais que c'est mitigé. Il y en a qui sont contents de retourner, il y en a d'autres qui sont très inquiets. Mais là-dessus, j'ai pu rencontrer Monique Brassard, qui est la présidente du syndicat des enseignants dans la région. Je vous laisse l'entendre. La réaction des membres, en général, c'est qu'ils sont contents de retourner. Évidemment, on aime mieux enseigner en personne avec les élèves. L'enseignement à distance a ses limites, surtout au primaire. On imagine
au préscolaire et au premier cycle du primaire, c'est très difficile. C'est difficile pour les parents, c'est difficile pour les enfants, c'est difficile pour les enseignants et pour les employés, les autres employés. Alors, en général, je sens que les enseignants sont contents de retourner au travail en personne. Sauf que, évidemment, vous l'avez dit, le mot, c'est incertitude. Ça résume très bien la situation. Par rapport aux masques, les N95 ont été demandés. Il y a de mes membres qui auraient aimé pouvoir en porter. Là, ben, on a appris hier que ce ne serait pas possible. Ce qui est difficile aussi, c'est que ça s'est fait. Vous savez, depuis le début de la pandémie, c'est toujours des mises à jour à dernière minute, des changements, peu de temps pour se préparer. Alors, on envoie les profs en enseignement à distance pour 3 jours et là, on leur apprend que oui, finalement, vous revenez en personne. C'est sûr que personne n'aime ça. Et là, je parle pour les enseignants, mais j'oserais dire que les directions d'école, la direction générale du centre de services scolaires, pour eux autres aussi, là, ça s'appelle se dépêcher, se virer sur un scène, comme on dit. C'est difficile. Il y a aussi là, les protocoles. Qu'est-ce qu'on va faire si un enfant arrive qui a la COVID? Les tests sont difficiles à avoir, les tests rapides, les tests PCR sont pratiquement impossibles. Les délais sont toujours trop courts. Même si on est en crise, je pense que le ministère avait moyen de prévoir avant les fêtes. Plan A, si le retour à l'école, en personne. Plan B, on reste à distance. Mais ça n'a pas été fait. Monique Brassard a également mentionné qu'une rencontre avec le Centre scolaire de Charlevoix est attendue la semaine prochaine. Notre fédération, notre centrale nous ont écrit ce matin et ils s'attendent à ce qu'il y ait des nouveaux décrets qui soient déposés par le gouvernement justement pour ouvrir encore plus la convention collective. Alors, comment ça fonctionne souvent à ce moment-là? C'est indiqué, les centres de services doivent consulter le syndicat, mais on est consulté. Consulter, ça veut dire qu'ils nous en parlent, mais c'est quand même le centre des services qui prend la décision finale. D'habitude, on a quand même une bonne entente, les relations de travail sont bonnes. On essaye de trouver des solutions mitoyennes où souvent, c'est la moins pire des solutions. Élisabeth, ça ne doit pas non plus être évident pour les parents qui doivent se démêler à travers ces règles et les différentes directives qui s'appliquent. Oui, tout à fait, Martin. Puis d'ailleurs, j'ai pu recueillir un commentaire d'une mère de 3 enfants là-dessus. On peut l'entendre. C'est sûr que cette semaine, on a une rentrée progressive, qu'on peut dire, avec le télétravail et l'école à la maison. Donc, la rentrée, en fait, c'est enfin. Là, les enfants, là, si on veut qu'ils retrouvent un semblant de vie normale, là, je pense que pour eux, ça passe par l'école. C'est là qu'ils se socialisent avec leurs amis, leurs enseignants. Donc, c'est beau derrière un écran, mais des fois, ça fait des journées un peu longues et un peu plus plates aussi. Donc, même eux, là, les enfants, ils ont hâte aussi, sont prêts à recommencer. Puis quand tu sens les enfants prêts, ben, on suit le mouvement, puis on sait qu'ils sont bien entourés. Le port du masque, ils sont rendus habitués, c'est pas une nouveauté là, nécessairement pour eux. Donc, c'est pas quelque chose qu'ils vont se plaindre non plus. Tout le monde là. Donc, pour eux autres, c'est juste normal. Là. C'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Des fois, effectivement, ça peut être mêlant, mais la commission scolaire, le centre de services scolaires, en fait, sont assez clairs dans leurs consignes. Donc, on reçoit des courriels assez souvent. Leur site Internet aussi est bien fait. Donc, si on veut éviter justement d'entendre toutes sortes d'informations, je pense que le mieux, c'est vraiment de se référer là. Soulignons enfin qu'au moment de l'enregistrement de l'émission, le Centre de services scolaires de Charlevoix recevait encore des directives du ministère et donc personne n'était en mesure de répondre adéquatement à nos questions. Élisabeth, merci beaucoup. Merci. Ça bouge en ce début d'année au Club d'astronomie de Charlevoix et Élisabeth Pailleur nous a préparé un reportage. On a de très, très bonnes nouvelles. Notre objectif était de 27 000 $. C'était une somme assez considérable pour un petit organisme comme nous. Le Club d'astronomie de Charlevoix se prépare à acheter un nouveau télescope après avoir atteint son objectif de financement. Un travail de longue haleine pour le passionné d'astronomie. Ça fait 3 ans qu'on y travaille et ce mois-ci, on vient d'atteindre notre objectif. On l'a dépassé légèrement même. On parle de quel type de télescope pour nos téléspectateurs? Oui, alors, le club va se procurer un télescope de 14 pouces. Et donc, c'est un télescope
d'une taille quand même assez importante. Et le conseil d'administration, justement, s'est réuni aujourd'hui pour entériner la décision. Alors là, au cours des prochains jours, on va pouvoir passer la commande. Le montant amassé permettra également d'acquérir des accessoires complémentaires à l'appareil scientifique. Et là, le club va se procurer deux types d'équipements. Un, ça va être le télescope de 14 pouces. Et le club va également se procurer ce qu'on appelle une lunette astronomique de 120 mm. Et c'est un instrument qu'on utilise davantage pour l'observation des planètes, par exemple. On espère encore recueillir un peu d'argent parce que il nous faut nous procurer aussi de ce que j'appelle de l'équipement auxiliaire. Ça prend des fils, ça prend des oculaires, ça prend plusieurs choses. Alors, on espère encore recueillir un peu d'argent. Et si dans Charlevoix, il y a encore des mécènes qui aimeraient contribuer à notre petite campagne, ça nous ferait bien plaisir. En partenariat avec la ville de Baie-Saint-Paul, l'observatoire qui accueillera le dit télescope devrait prendre forme d'ici la fin de l'année 2022. Dans le cadre de ce partenariat, précisément, le club fournit les instruments astronomiques, les télescopes, la lunette, et la ville va acheter et ériger l'observatoire. Alors, encore là, un développement très positif. Au mois de décembre, la ville de Baie-Saint-Paul a adopté son plan triennal d'immobilisation et dans le PTI, elle a réservé de l'argent en 2022 pour l'achat et l'érection d'un observatoire. Alors là, le club agit comme conseiller technique auprès de la ville et là, on est en discussion pour préciser avec la ville exactement quel type d'observatoire la ville va se procurer. Un autre projet emballant verra le jour ce printemps dans les bibliothèques charlevoisiennes, une initiative américaine qui prend de plus en plus d'ampleur au Québec. Le projet s'appelle Biblioscope. Le projet de Biblioscope, c'est un partenariat entre le club d'astronomie et les bibliothèques régionales, nommément les deux plus grosses, Laure Conant à la Malbaie et René Richard à Baie-Saint-Paul. Le club va donner à chacune des bibliothèques un petit télescope et les bibliothèques, en retour, vont prêter ce télescope-là à leurs usagers. Alors, ils vont faire des prêts de télescopes et le club, lui, va fournir tout l'encadrement technique et scientifique, si vous voulez, auprès des usagers. Alors, les deux bibliothèques nous ont donné un signal comme quoi ils sont très intéressés au projet. Et donc, dès la semaine prochaine, on devrait être en mesure de commander les télescopes. Pour en faire le prêt, il faut être âgé de plus de 16 ans et avoir certaines connaissances de base. Vous désirez suivre les développements des nombreux projets du Club d'astronomie? Alors, il faut surveiller le Charlevoisien. Le club a une réunion par mois et on s'annonce chaque fois dans le Hebdopop. Et ça va être la prochaine réunion, donc c'est le lundi 24 et c'est le soir à 19h. À cause de la pandémie, on fait ça par Zoom. Et donc, vous trouverez, et la conférence va porter sur la planète Mercure. Pourquoi? Parce que ces temps-ci, on peut voir Mercure dans le ciel du soir. Encore faut-il que les nuages disparaissent. Elisabeth Pailleur pour TVCO. Nous avons rencontré Marie-Hélène Lucier, la nouvelle directrice de l'organisme Aidons-les Charlevoix. Marie-Hélène Lucier, bonjour. Bonjour. D'abord, je vous demanderais peut-être de nous dire quel est votre parcours avant même de rentrer à Aidons-les?
Moi, à la base, je viens pas du tout du milieu de l'allaitement ou de la santé. De toute façon, le milieu de l'allaitement, on entre là-dedans quand on le vit soi-même. C'est ce qui m'est arrivé, en fait. Moi, j'ai à la base étudié en écologie, donc ça n'a vraiment aucun lien avec ce que je fais maintenant. Et j'ai eu un premier enfant qui m'a amené, j'ai vécu un super bel allaitement, puis j'ai vraiment adoré mon expérience d'allaitement. Et dans un autre contexte complètement, je connaissais Brigitte Tremblay, là, qui était directrice ici, qui m'a invitée à un moment donné. On s'est croisés là, vraiment par hasard quand ma première fille était toute petite. Puis elle m'a invitée là, au café au lait. Je pensais pas que c'était pour moi les cafés au lait parce que j'avais pas de problème d'allaitement. Moi, ça allait super bien. Puis dans ma tête, aide au lait, c'était quand tu avais des problèmes d'allaitement. Fait que j'ai intégré les cafés au lait de cette façon-là. Et vraiment, je suis tombée dedans un peu comme Obélix. Là. Après ça, ça m'a suivi tout le long de cet allaitement-là. À la fin de l'allaitement de ma première, je suis devenue maman d'allaitement. Par la suite, je me suis impliquée au sein du CA. Puis, c'est ça, finalement, au fil parce que j'ai eu 4 enfants, donc j'ai eu la chance de côtoyer les cafés au lait vraiment pendant longtemps. Puis, au travers du processus de mon deuxième allaitement avec ma 12e fille, déjà, là, j'aimais vraiment ça, là, être marraine d'allaitement et être impliquée dans l'organisme. Il y a vraiment eu un processus pour vous intégrer officiellement à l'équipe, là, pour faire le transfert de compétences. Exactement. À partir du moment où on s'est dit, OK, on embarque là-dedans, c'est possible. On avait regardé un petit peu les voies d'accès, là, parce qu'il y a différentes voies d'accès pour devenir consultante en lactation certifiée. Donc, on a trouvé une voie d'accès qui convenait à ce qui était possible pour nous. Puis, on l'a présenté au CA de l'organisme qui a embarqué tout de suite. Dans le fond, tout de suite, eux, ils ont dit, on embarque, on va financer tes études parce que moi, je travaillais encore là, à temps plein de l'autre côté. J'aurais pas pu, si j'avais pas été soutenue par l'organisme, pour moi, ça n'aurait pas été possible là, d'assurer ces études-là. Puis, dans le fond, à partir de tout ce processus-là, globalement, à partir du moment où on a fait certifier Brigitte comme mentor pour qu'elle puisse m'accompagner dans ma formation, ça a été une autre étape là, auprès de l'Organisation internationale qui certifie les consultantes en lactation. On a fait approuver Brigitte comme mentor et elle m'a accompagnée. Ça a duré tout près de 5 ans, en fait, ce processus-là. Puis ça nous a laissé dans la dernière année, là vraiment, je suis devenue une employée d'Aide au lait à temps plein ici. Puis là, on a fait vraiment comme une année au complet ensemble. Brigitte était encore évidemment la directrice, puis moi, j'étais un peu son bras droit. Puis ensemble, on a passé au travers de chacune des étapes. Puis on a pu faire une année complète de l'organisme. Quelle est la mission principale de l'organisme Aide au lait Charlevoix? Parce que je ne crois pas que tout le monde connaisse cet organisme-là qui est super intéressant, là. Oui, en fait, Aide au lait, c'est un organisme qui soutient, encourage puis fait la promotion de l'allaitement maternel dans la région de Charlevoix. Fait que plus techniquement parlant, là, comment ça s'organise, on a les cafés au lait dont je parlais tantôt qui sont des rencontres entre mamans. Les femmes enceintes sont bienvenues aussi. Puis c'est ça, c'est pour discuter, venir poser des questions, venir apprendre sur des thématiques. Ensuite de ça, on a la clinique d'allaitement. Pour la clinique d'allaitement, d'ailleurs, c'est pour ça que je devais faire ma formation de consultante pour pouvoir assurer cette partie-là d'Aide au lait. Puis ensuite de ça, c'est ça, on fait de l'enseignement aussi. On offre des rencontres prénatales en allaitement. On est un soutien pour l'hôpital de la Malbaie aussi. Donc, s'il y a des problématiques en allaitement, moi, je vais être appelée à aller faire des consultations sur place. Et dites-moi, quels sont vos mandats pour 2022? Déjà, ça va être de maintenir à flot tout ce qui est lancé parce que Brigitte, comme directrice et fondatrice et directrice, a amené vraiment beaucoup de choses à Aide au lait puis dans la communauté, dans le réseau du milieu communautaire, je pense. Donc, déjà, c'est de poursuivre cette mission-là, d'être aussi dynamique qu'elle a pu l'être dans sa carrière. Fait que pour l'instant, je dirais, moi, je ne prendrai pas de nouveaux projets pour l'année. Ça va être de vraiment maintenir la clinique d'allaitement, les cafés au lait, évidemment. Là, on a tout aussi la gestion là, du virtuel à travers tout ça parce qu'on sait qu'on est... Avec la pandémie, ça doit être un peu spécial. Exact, on est encore là-dedans. Fait que c'est sûr que c'est d'assurer que tous les services soient quand même maintenus malgré tout ça. Puis la gestion ici, le plus... administrative aussi là, de comptabilité, de paperasse, etc. Là. Fait que pour l'instant, je me donne comme mandat cette année de maintenir tout ça, que ça continue de bien fonctionner. On a des nouveaux projets quand même dont vous allez entendre parler sûrement bientôt, qui ont déjà été mis en place, mais qui vont comme prendre leur envol un petit peu cette année. Fait que c'est d'assurer que tout ça se passe bien aussi.
Merci beaucoup, Mme Lucie, puis on va rester à l'affût de vos prochains projets. Merci, bonne année. Merci beaucoup, pareillement. Le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul présente de nouvelles expositions cet hiver. Et pour nous les présenter, on s'est entretenu avec la conservatrice Julia Caron-Guillemette. La nouvelle exposition Passage, un accès inédit et privilégié à la collection propose des œuvres de la collection permanente acquises dans les 10 dernières années par le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Puis on a vraiment une belle variété aussi dans les styles, autant que dans les époques. On reste dans l'art contemporain, évidemment, puisque on est le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, mais on va passer de la sculpture à la peinture, à la photographie, la gravure, l'installation. On va avoir de l'abstraction un peu plus géométrique, de l'abstraction un peu plus lyrique. Une sélection de grands artistes parmi plus de 3000 œuvres de la collection du musée. C'est pour rendre hommage aux donateurs que le travail de ces créateurs de renom est présenté au public. Puisque nous, comme musée, nos acquisitions ne se font que par le don. Donc, c'est vraiment des gens qui vont venir nous offrir leurs œuvres d'art. Et donc, c'était une façon un peu de leur rendre hommage à ces gens-là en faisant cette exposition-là. Un second volet à l'exposition permanente est également offert au public. Nous, pour justement renouveler l'intérêt envers cette expo-là, on a une partie qui reste fixe et à chaque année, donc aux alentours du mois d'octobre, en fait, quand on renouvelle notre expo temporaire, on en profite pour changer notre exposition permanente. Chaque année a donc un thème différent qui est en lien avec le processus créatif. Et cette année, c'est le thème réalisé qui est à l'honneur. Donc, on va vraiment parler des matériaux, de la façon dont les artistes contemporains ont d'utiliser les matériaux traditionnels ou non, à leur manière, de renouveler un peu cette façon-là de faire de l'art qu'on connaît beaucoup justement dans l'art contemporain. On a vraiment un éclatement des manières de faire et c'est un peu ça qu'on peut retrouver cette année dans notre exposition permanente. En collaboration avec Manif d'art, la Biennale internationale d'art contemporain de Québec, le MAC de Baie-Saint-Paul confirme l'exposition satellite qui débutera en février 2022. Pour suivre toutes les activités du musée, rendez-vous au macbsp.com. Les 12 finalistes du Cabaret festif édition 2022 sont maintenant connus. On vous les présente. Le processus a été encore une fois plutôt complexe, mais super agréable. Toujours aussi populaire, les inscriptions pour la 11e édition du Cabaret festif s'avèrent être un franc succès. Les 12 projets qui ont été choisis cette année, c'est une cohorte très éclectique. Encore une fois, nos critères de sélection sont beaucoup dans l'originalité, dans ce que l'artiste dégage sur scène, dans le style aussi que les gens de Charlevoix aiment aussi écouter. Un comité formé d'artistes et de professionnels du milieu ont sélectionné 12 projets prêts à participer au concours. Tout faire à moitié pour s'assurer de ne pas tomber trop profondément. La tristesse. Back in the days when I was a teenager, les piscines publiques, je connaissais ça par cœur. J'y allais souvent avec ma mère puis mon père. Les deux pieds ensevelis sous les débris de mon enfance qui n'est plus que souvenir mélancolie. Y a plus personne à la porte, personne sur le fond. Quand ça sonne, c'est des colis ou des pocket cards. Une formule éclatée, des styles variés, cette 11e édition ne manquera pas d'originalité.
tous les styles. On va du rock jusqu'au trad, on va jusqu'au pop. Donc, c'est vraiment toutes sortes de styles. Vaut mieux être va-nu-pieds que d'avoir trop de souliers. Anyway, les cordonniers sont mal chaussés. J'ai peur de passer toute ma vie ici. Journée vachée dans mon lit. Et à distance m'offre une récompense. À ma grande surprise, c'est une friandise. Le textile a un parfum de résistance. Ce serait trop lourd et trop gros. Ça tâche un peu quand c'est rouillé. Et ça ne supporte pas l'eau. La solitude m'a façonné. La vente de billets n'a pas commencé étant donné les nouvelles mesures gouvernementales. Est-ce que les soirées de qualification et la finale seront présentées de façon virtuelle? On se donne jusqu'à février là, à peu près pour voir qu'est-ce qu'il y en est avec la pandémie, comment ça se passe, est-ce que les salles vont réouvrir. Puis après ça, bien, on va voir quand on va pouvoir tenir les 4 spectacles, donc les 3 qualifications et la finale. Présentement, on est vraiment plus pour un plan de fin d'hiver et printemps, sinon à l'automne. Puis si vraiment il faut, bien, ce sera reporté à janvier 2023 avec la même cohorte, mais on n'est vraiment pas rendu là. Pour le moment, on est vraiment dans les spectacles de l'hiver. On a toujours fait preuve de créativité pour tenir nos shows, donc on va faire la même chose, mais c'est sûr que ça va être des spectacles vivants, donc ce ne sera pas des spectacles virtuels. Là, ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas considérer, on ne considère pas ça, puis les artistes nous remercient aussi, c'est vraiment pas ça le but de l'événement, donc on va attendre sagement de pouvoir les tenir en salle. Les 4 futurs candidats qui se rendront en finale pourront se mériter jusqu'à 40 000 $ en bourse, en visibilité et en contrat. Un artiste peut partir avec une tournée, là, littéralement, de plusieurs diffuseurs. Puis le gros prix, évidemment, cette année, c'est le 10 000 $, la bourse de 10 000 $ de SiriusXM, qui est notre présentateur officiel. Et donc, ça peut donner vraiment un beau coup de pouce là, pour le démarrage d'une carrière. Elisabeth Paillard pour TVCO. C'est maintenant le temps de parler de sport local, mais également du sport des grandes ligues, en compagnie de Maxime Jodoin. Maxime, bonjour. Bonjour, Martin. D'abord, Maxime, on attend qu'il y ait une gardienne de but de Clermont qui s'en va aux Jeux olympiques de Pékin. Oui, alors Anne-Renée Desbiens, comme on voit ici présentement, qui s'en va aux Jeux olympiques de Pékin, donc originaire de Clermont, elle, ça va se passer du 3 au 20 février prochain. Alors pour elle, c'est une deuxième participation dans les Jeux olympiques parce qu'il faut rappeler qu'elle avait fait ça en 2018 qui se passait en Corée du Sud et à ce moment-là, son équipe avait remporté l'argent. Alors évidemment qu'on espère remporter l'or dans ces Jeux pour elle, mais aussi pour sa région, puisqu'elle vient d'ici. Mais est-ce que c'est la gardienne titulaire ou c'est la gardienne substitut? Oui, elle avait fait plusieurs essais. Présentement, ce qu'on a pu voir, c'est que c'est la gardienne numéro 1 qui a été sélectionnée. Donc, c'est elle qui va garder le filet. Oui, c'est elle, à moins d'un changement majeur. Là, okay. Mais logiquement, c'est elle qui devrait conserver les buts devant les filets. Il y a également des gardiennes, entre guillemets, backup, excusez-moi le terme, donc auxiliaires qui peuvent embarquer. Oui. Mais présentement, si tout va bien, Anne-Renée Desbiens sera la gardienne de but numéro 1 lorsque le tournoi va commencer. Aux dernières nouvelles, ça ne sera pas vraiment amusant de participer aux Jeux parce qu'ils vont être cloîtrés. La famille ne peut pas y aller. Comment ça se présente là, pour les familles d'athlètes puis les athlètes eux-mêmes? Oui, en effet, les athlètes vont voyager seuls. Donc, eux également, ça va être mesure, ça va être... Normalement, les normes, là, c'est donc à l'hôtel, on ne peut pas trop bouger parce que de toute façon, tout est encore fermé. Alors oui, c'est sûr que la famille ne pourra pas les accompagner. Ça, vraiment, c'est plate pour eux. Mais quand même, de son côté, elle a du même le support de l'extérieur qui peut arriver. Donc, parlant en Zoom ou quoi que ce soit, on peut s'encourager à distance comme ça. Mais ça, c'est certain que voyagement, les athlètes sont seuls et également avec, là, dans la bulle un peu, ce qu'on appelle. Puis à partir de quelle date on va pouvoir voir Mme Desbiens à l'œuvre devant le filet? Oui, alors ronde préliminaire pour l'équipe, c'est prévu le 3 février contre la Suisse. Ça va se passer. Là, au début, on disait que le tournoi était du 2 au 20. Le 2, c'est parce que le 2, le tournoi commence réellement là. Mais pour le Canada, eux, c'est le 3 février. Alors, c'est juste que le début, le 2, mais pour eux, c'est le 3. Donc, il faut faire une petite parenthèse à ce
ce sujet-là. À suivre. Oui, absolument. Les éliminatoires de la Ligue nationale de football débutent ce week-end. Nous, on enregistre le vendredi. Absolument. Peut-être des gens, la semaine prochaine, vont pouvoir voir les résultats de ce qui s'en vient en fin de semaine. Oui, bien, ça va être intéressant. Là. Ça commence samedi même, le 15 janvier. Donc là, on va avoir des beaux matchs. Les Riders contre les Bengals et les Patriots face aux Bills. Alors, bon, évidemment, il y a des affrontements classiques. Le Patriots-Bills, ça, c'est un affrontement qu'on appelle rivalité, qui va embarquer. Également, dimanche, les Eagles face aux Buccaneers, les Cowboys face aux Niners et les Steelers qu'on surveille parce que Roethlisberger, lui, on sait que la retraite c'est peut-être son dernier match. C'est peut-être son dernier match. Alors, lui contre les Chiefs, donc j'ai hâte de voir. Personnellement, je pense que les Chiefs vont l'emporter, mais je souhaite quand même un beau succès à Roethlisberger parce qu'il le mérite. Ce qu'il faut souligner, c'est que cette première semaine de série éliminatoire, c'est les clubs qui sont arrivés bons deuxièmes. Oui, exactement. Parce que les champions, eux, ont une semaine de repos. Exactement. Donc, ça va être intéressant à voir là, du côté, savoir ce que les boss, que M. Tom Brady va faire parce qu'on sait que en série, le verdict, c'est ne pariez pas contre Brady parce qu'on dirait qu'il est capable de sortir de nulle part. Là. Alors, j'ai hâte de voir vraiment ce que Brady va réserver aux Eagles. Est-ce qu'il va le permettre d'avancer? Parce que Brady, cette année, a moins d'armes du côté de l'attaque. Alors, est-ce que ça va faire une différence marquante? J'ai hâte de voir là-dessus. On voit ça la semaine prochaine. Absolument. Maintenant, les Canadiens sont de retour au boulot. Oui, Et puis, on dirait qu'il n'y a pas grand-chose de changé. Non, bien, écoute, on a eu une pause d'une semaine, mais des fois, des pauses trop longues, c'est nuisible. Et c'est ce qu'on a vu dans les derniers matchs parce qu'on a perdu 5-1 contre Boston. Vraiment une défaite à oublier, mesdames, messieurs. Et une défaite contestable face à Chicago en prolongation. Là, il est arrivé là, des reprises vidéo, un gardien de but qui s'est fait rentrer dedans, là, hors-jeu à l'entrée de territoire. Donc, un but à Alain Côté. Un but à Alain Côté qu'on va jaser encore dans 6 mois. Hey, il était-tu bon, le but, ou il était pas bon? C'est un peu ce contexte-là. Mais bon, ça alimente les discussions. Est-ce que le Canadien est encore... Est-ce que l'infirmerie chez le Canadien est encore pleine comme elle était ces dernières semaines? Oui, bien là, ça commence à désenrougir, là, si vous me permettez l'expression. Désenrougir, OK. Oui, si vous me permettez ça un petit peu. On va vous le permettre. Merci beaucoup. Donc là, il y avait 2 points. On avait, oui, de la COVID, mais on avait des blessés qui étaient des vraies blessures. Alors là, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs COVID d'avant les fêtes qui sont revenus. Je pense entre autres à Mike Hoffman qui est revenu, également d'autres joueurs là-dessus. Et je vais mentionner que le seul joueur qui n'a jamais raté une rencontre, soit pour blessure ou la COVID, c'est Nick Suzuki. Et ça tombe bien parce que c'est notre élève. Fait que ça, c'est le point positif là-dessus. Qu'est-ce qui arrive avec Carey Price en terminant? On a des nouvelles? Parce que là, on l'attendait après les fêtes. On l'attend certainement. Écoutez, pour lui, il a recommencé à s'entraîner. Là, c'est encore au stade neutre. Il s'entraîne. Il n'y a pas encore de retour au jeu officiel, malgré qu'il s'entraîne. Là, ça va dépendre beaucoup de son état, des médecins, qu'est-ce qui va arriver. Là, il y a beaucoup de monde, par contre, là, qui disent Price ne reviendra pas parce que son équipe est dans le creux de l'action. Je veux juste apporter un bémol. Même si son équipe là, sera dans le creux de l'action, un gardien de but là, veut jouer. Donc, même si son équipe est bon dernier et qu'on ne fera pas les séries, ce gardien-là, s'il peut revenir, il va le faire, ne serait-ce que pour la forme, parce que c'est pas vrai qu'un gardien de but peut rater 3 mois d'activité, en revenir après un été de temps actif. Non, il faut qu'il joue. Donc, peu importe ce qui arrive, si Price, la journée où il va être prêt, il va revenir, fiez-vous sur moi. On en reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup, Maxime Jodoin. Avec grand plaisir, Martin. Alors, c'est tout pour les actualités cette semaine. On espère que ça vous a plu. Et au nom de toute l'équipe de TVCO, je vous souhaite une bonne semaine.